Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores, et je dois commencer par m'excuser brièvement parce que vous l'aurez peut-être remarqué avant même de regarder la vidéo via la timeline, la barre d'avancée de la vidéo, elle sera beaucoup plus courte qu'à l'accoutumée, et beaucoup plus courte qu'elle ne le devrait également parce que je m'enregistre le dimanche pour une vidéo publiée le dimanche, ce qui est très inhabituel puisqu'en général je filme le Minecrafting le vendredi et le samedi, surtout quand c'est des grosses semaines avec beaucoup de projets comme c'est souvent le cas en octobre. Oui mais voilà, j'ai fait mon petit nettoyage habituel du PC via le logiciel CCleaner comme chaque semaine environ. Et il y a une nouvelle version de CCleaner et du coup c'est pas exactement les mêmes configurations, les mêmes boutons à cocher, etc. J'ai pas fait suffisamment attention, j'ai fait preuve d'un certain manque de vigilance. Et du coup, j'ai effacé l'entièreté de un de mes deux disques durs. Voilà, donc beaucoup de choses ont disparu, y compris pour ce qui est du montage vidéo, donc génial. Donc, je vais faire un truc très sommaire. Du coup, même en termes de contenu, de présentation des projets, je me suis juste efforcé de faire la vidéo. Enfin, je parle au passé composé alors je vais la filmer dans quelques instants. Je m'efforce donc de faire une vidéo malgré tout pour rester, comment dirais-je, présent malgré les petits soucis techniques, parce que vous n'y êtes pour pas grand-chose et que j'ai quand même un petit peu de temps devant moi pour le faire malgré tout. Mais ouais, ce sera pas aussi dans la durée, ce sera pas aussi, comment dirais-je, exhaustif que j'aime le faire en général. Donc voilà, je m'en excuse et j'espère que j'aurai pas trop perdu pour le montage, on verra bien. Quoi qu'il en soit, entrée, plat, dessert pour ce menu crafting numéro 199. Heureusement que ça tombe pas sur le 200, ça aurait quand même été un petit peu triste. Et on aura donc, je l'ai dit, un dessert aussi, il y en aura un. Il n'y aura pas grand chose d'autre en vrai cette semaine, et ça s'explique notamment par simplement le festival de Essen, le plus grand festival de jeux de société au monde qui a lieu au moment où je m'enregistre, parce qu'on est dimanche, donc c'est la dernière journée, je pense, de Essen aujourd'hui. Et donc forcément, les éditeurs sortent assez peu de projets, c'est assez logique. Donc pendant juste ces 7 petits jours de la semaine qui vient de s'écouler, on est sur une actualité un petit peu moins brûlante sur Kickstarter et GameFound, mais vous verrez qu'il y a quand même 15-20 projets malgré tout, dont certains assez intéressants. Sur ce, écoutez, sans plus tarder, on se lance donc dans les plats, les entrées d'abord, et les desserts pour terminer. C'est parti. Allez, donc on va très rapidement. On va essayer de faire une vidéo de moins d'une heure parce que sinon j'aurais pas le temps de monter, de faire le chapitrage, etc. Donc il faut vraiment que j'aille très vite. On commence par Trailblazer, The Colorado Trail. Alors peut-être que la police du texte, du titre du jeu, ainsi que le titre lui-même du jeu vous évoquera quelque chose, parce qu'en fait simplement c'est un nouveau projet de Tabletop Tycoon dans une gamme comment dirais-je, de Trailblazer qu'ils avaient déjà lancé par le passé. C'est le troisième, quatrième, je crois, épisode. C'est un éditeur assez renommé qui a quand même des jeux derrière lui comme Black Orchestra, comme Everdell, même si à la base Everdell c'était Starling, mais ils ont été, je crois, rachetés par Tabletop Tycoon, etc. Et donc ils avaient aussi racheté l'éditeur d'origine, je pense, de Trailblazer, puisque sur le compte de Tabletop Tycoon lui-même, il n'y a pas d'autres jeux de la série, de la gamme Trailblazer, qui accompagne celui-ci. Mais en revanche, vous verrez que dans les add-ons, voilà, vous pouvez les chercher ici. Il y aura les autres jeux sortis précédemment, comme Trailblazer Arizona Trail, ou encore le premier, je crois, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est le premier, celui-ci, The John Muir Trail, tous à 49$ d'ailleurs. Et donc le nouveau, c'est Colorado Trail, donc c'est pour 2 à 4 joueurs, 45 à 90 minutes, et donc un petit peu dans la lignée de cette gamme de Trailblazer, et on va faire de la randonnée dans les différents parcs et différentes montagnes américaines, avec en plus cette fois-ci un jeu illustré par Andrew Bosley. Alors Andrew Bosley, je l'aime beaucoup pour les univers de fantasy, un petit peu façon Everdell justement, mais pour ce qui est des paysages, même si c'est joli, c'est pas celui que je préfère. Je le préfère pour des créations originales, des univers un peu en fantasy, etc. Donc ça reste très joliment illustré, mais ça m'attire un tout petit peu moins que d'autres univers qu'il a pu créer jusqu'à maintenant. Donc pour le reste, on a donc un jeu de randonnée. On va aussi avoir des rencontres avec la faune et la flore locale, bien évidemment. Il y a plein de petits tokens dans tous les sens. C'est joli comme tout. Ça poursuit une gamme qui, semble-t-il,
est quand même relativement couronné de succès, pardon, parce que j'imagine que sinon il n'y aurait pas déjà 3 épisodes. Sachez d'ailleurs que pour ce qui est des autres épisodes, vous pouvez les choper en add-on, mais également dans des pledges un petit peu pas groupés, parce que c'est pas des pledges à plusieurs personnes, mais simplement des pledges regroupant plusieurs jeux de la même série. Sachant que Trailblazer est à 49, 69 avec l'Upgrade Pack qui ajoute un peu de deluxification, 199 si vous y ajoutez The John Muir Trail et Arizona Trail également. Donc là c'est un peu le pack all-in on va dire, parce que derrière on voit aussi qu'il y a le Upgrade Pack pour les 2 autres jeux. Donc ce sera un peu le gros jeu si vous aimez la randonnée et que vous aimez les parcs américains, que vous êtes déjà allé, etc. Bah, éventuellement ça peut être un pledge intéressant. Voilà donc pour ce qui est de Trailblazer Colorado Trail, qui pour l'instant est à 318 contributeurs, 11 jours avant la fin de la campagne. Et oui, je parle trop vite parce que j'essaie de gagner du temps, et c'est vraiment très contre-productif, mais j'essaye d'ajuster un petit peu. On enchaîne avec Garbage Gobblers, The Trash Eating Card Game, un petit jeu de cartes et de Take That, relativement malin mine de rien, avec un aspect aussi de, comment dirais-je, de set collection, de collection d'items, etc. Pour l'instant c'est 100 contributeurs, c'est pour 2 à 5 joueurs, 10 ans et plus, pour des parties finalement un poil longues compte tenu du type de jeu dont il s'agit, parce qu'on va tourner aux alentours de 50 minutes la partie tout de même. Ça vient en plus dans une boîte en métal qui a la forme d'une benne à ordures, enfin d'une poubelle en métal on va dire, et donc vous allez à chacun de vos tours drafter en fait différents animaux avec des allures vraiment dégueulasses, hein. C'est un jeu qui épouse sa thématique jusqu'en la direction artistique qui est soigneusement moche on va dire, mais pour le coup c'est bien fait, mais c'est juste pas très joli quoi. Et donc on va drafter des animaux qui vont chercher dans les poubelles. Il y aura 4 poubelles devant nous, on va accumuler des déchets à l'intérieur, certains seront vides, d'autres seront cachés, et on va simplement essayer de choper le plus de détritus à bouffer, sachant qu'il y aura aussi des animaux un petit peu spéciaux, comme par exemple ici le sanglier ou le possum par exemple, qui auront des petits pouvoirs un petit peu spéciaux également. Donc voilà, petit jeu de draft, de gestion de main, de Take That un tout petit peu aussi, et de Set Collection. Voilà, ça a l'air d'être relativement marrant, même si ça vend pas non plus du rêve. 25 € le pledge de base, on a notre pledge à 49 € qui va ajouter une mini extension, un petit sac de transport de voyage on va dire, ainsi qu'un tapis de néoprène pour un peu plus de, comment dirais-je, d'ergonomie on va dire, mais c'est pas franchement quelque chose de très nécessaire pour ce type de jeu là. Après il y a un pledge avec des t-shirts etc, mais vous le savez, j'aime pas trop quand on ajoute des goodies à des jeux. Voilà donc pour ce qui est de Garbage Gobblers, 100 contributeurs, près de 5000 € d'engrangés, 15 jours avant la fin de la campagne. Le retour de Theocratia de Morito Studios, ils avaient déjà tenté une campagne, je ne sais plus si c'était sur GameFound ou sur Kickstarter d'ailleurs, je regarde brièvement mais la page ne veut évidemment pas charger, ce serait trop facile. Alors, Theocratia, c'était peut-être sur Kickstarter, ah non c'était ici, Cancelled. Alors je crois que sur GameFound ils écrivent pas les dates, si mes souvenirs sont bons, de campagne, mais par contre quand ils annulent, oui. La campagne s'est terminée en octobre de l'année dernière, donc ça fait pile poil un an que Morito Studios avait lancé Theocratia, qui est quand même un jeu de Tascini illustré encore une fois par Boss Lee, donc ça fait déjà 2 jeux illustrés par Boss Lee cette semaine, et à l'époque il avait recueilli 150 backers, ce qui était un petit peu léger. Il retente un an plus tard, toujours sur GameFound, et on est actuellement à 165 backers à la fin de la première semaine de campagne. C'est financé, hein. Mais pour autant, ça reste relativement décevant quand on a quand même un jeu signé Tascini, illustré par Boss Lee. Généralement, tu coches déjà 2 cases, auteur, illustrateur de renom, et pour autant, bah, vous le voyez, ça marche pas des masses. On est à 13 000 $, c'est financé certes, mais bon, 165 backers avec ces noms-là, c'est pas fameux. C'est pour 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 60 minutes. 1 heure disons, pour 10 ans et plus, ce qui en fait un jeu quand même relativement familial. C'est pas un jeu vilain, en plus il y a un petit mode solo inclus, donc ça peut être intéressant pour encore plus de monde. Il y a un pledge premium avec un insert 3D qui vient ajouter un petit peu de facilité d'installation, de rangement, d'ergonomie de manière générale, avec un tapis de néoprène, etc. Le tout pour un prix qui est pas si pété que ça en vrai, ça reste un peu onéreux certes, mais pas tant que ça.
Et pour autant, ça marche pas des masses. Et pourtant, encore une fois, on a un jeu qui a une thématique qui peut attirer quand même pas mal de monde. Donc ça aussi, ça m'étonne un tout petit peu de ce point de vue-là. Sachant que sans tout le bling, sans toute la deluxification, le jeu coûte 70 euros, 70 dollars, pardon, 70 dollars, donc peut-être plutôt 65, 63 euros, quelque chose comme ça, je pense. Ce qui, du coup, me fait penser que la différence n'est pas si grande avec le Pledge Deluxe. Et à mon avis, le pledge de base, il y avait moyen de le mettre à un poil moins cher que ça, quoi. Genre 10 dollars de moins que ça aurait peut-être être un peu plus vendeur, parce que là, du coup, on va plutôt s'orienter vers le premium. Mais bon, je n'ai pas suffisamment exploré le jeu du fait de mes petits soucis techniques. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Reste que malgré un illustrateur et un auteur de renom, on peut quand même faire un semi-bid. C'est le cas de Théocratie. 16 jours avant la fin de la campagne. On continue avec un jeu dont je ne sais pas prononcer le titre, j'imagine que c'est 14 Heures, mais on n'est pas sûr, donc on va rien dire. 14 Heures, bref, c'est un jeu qui vous propose d'aller explorer les montagnes de plus de 14 000 pieds aux États-Unis. Alors 14 000 pieds, ça équivaut à quoi? Je sais pas, j'ai pas fait le calcul et je m'en fous. C'est pour 1 à 4 joueurs, c'est un jeu de tableau building, un jeu de gestion de main, où on va donc gravir des montagnes aux États-Unis. Pour l'instant, il y a 145 contributeurs qui ont réussi, enfin qui ont permis au projet de se hisser jusqu'à la cime de son financement, à savoir 2580 euros, c'était quand même assez léger. C'est pas un sommet si élevé que ça. 17 jours avant la fin de la campagne, on devrait pouvoir atteindre le double, un petit peu plus même, 350-400 backers, ce qui pour un petit projet qui nous donne Grazing Bear Games est plutôt pas si mal au final. C'est leur second projet, ils avaient fait quoi avant? Chateau Gardens, ok, en novembre dernier. J'avais complètement oublié ce projet. Quoi qu'il en soit, c'est pour 1 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 30 à 45 minutes, et c'est pour 12 ans et plus, et fondamentalement, ça reste donc, je l'ai dit tout à l'heure, un tableau builder. Vous allez avoir votre propre grimpeur, et vous devez vous lancer à l'assaut de certains sommets plus ou moins connus des States, et lorsque vous réussissez à compléter des, des prérequis pour pouvoir faire l'ascension d'un mont, et ben vous pouvez ensuite glisser la carte que vous venez de gravir sur la gauche, la droite, le dessus ou le dessous de votre carte de grimpeur, ce qui va lui donner encore plus de capacité pour grimper les suivantes. Donc de ce point de vue-là, c'est pas révolutionnaire, ça semble relativement malin, à voir comment ça tourne. Par contre, je suis pas très fan de l'aspect visuel, je sais pas si c'est définitif, mais les grimpeurs qui n'ont donc que des ombres mais aucune personnalité visuelle, je suis pas hyper fan. Les cartes en elles-mêmes, bon, quelconque, j'ai envie de dire, mais pourquoi pas. Pour ce qui est des pledges, rapidement, on a un pledge de base qui est à 20 $, je compte pas le 6 parce que là c'est du print and play, donc 20 $ pour la version physique de base. Sinon on peut aller chercher à 37 $, mais c'est 2 copies du jeu en réalité, donc c'est juste une petite ristourne sur l'unité. Et ensuite à 99 $, on a des Custom Extra Hike Cards, donc vous pouvez un petit peu personnaliser, un petit peu le pledge mécénat, dans lequel on peut s'inclure soi-même dans le jeu, pourquoi pas. Ça reste un jeu très abordable en termes de contenu et de prix. Reste à savoir si ça peut intéresser beaucoup de monde. Je pense que c'est un jeu qui intéressera principalement ceux qui sont déjà intéressés par le thème. A priori, c'est pas trop macabre, mais pourquoi pas. Donc voilà pour ce que j'imagine être 14 Years. Nouvelle campagne pour Cat Packs avec l'extension Power Stock Festival. Même pas 100 contributeurs pour l'instant, 18 jours avant la fin de la campagne, c'est pourtant financé avec 2000 € d'engrangés. Le seuil de financement était extrêmement bas pour ce nouveau projet qui nous vient de Suède. Le nouveau projet de All or None Games. Alors précédemment, ils avaient déjà proposé 4 packs à 2 reprises, si je ne me trompe, 3, peut-être même 3 reprises. Pour rappel, ils avaient fait aussi des jeux tels que Dystopia, Betwixt and Between. Qu'est-ce qu'ils avaient répondu aussi? Hidden Ark, donc des jeux qui ne sont pas non plus retentissants de par leur succès, mais qui avaient su quand même agglomérer 200, 300 backers, ce genre de choses-là. Et donc 4 packs, ils avaient lancé ça, je crois, avant même cette campagne, mais je ne retrouve pas la campagne d'origine. Ou alors peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Mais bref, c'était un jeu de chat et de pose de tuiles, si mes souvenirs sont bons. Voilà, c'était de pose de tuiles, sachant que vous avez des prérequis sur chacune des cartes de chat avec des synergies, donc des petits, comment dirais-je, des petits marqueurs de couleurs, un peu façon puzzle. Vous ne pouvez imbriquer la carte de gauche qui est ici
avec du rose, avec une autre carte avec du rose sur sa droite pour pouvoir les connecter. Et donc il y a plein d'effets qui s'activent en fonction de ce que l'on a réussi à connecter avec d'autres cartes, etc. Et donc c'est un petit peu la même chose avec 4 packs, qui vient juste ajouter encore plus de profondeur de gameplay, de rejouabilité, avec encore plus de tuiles, encore plus de chats, avec cette fois-ci une thématique festival de Woodstock, sauf que bien sûr c'est festival de Purrstock, parce que voilà, purr c'est le bruit que font les chats dans la langue de Shakespeare. D'ailleurs, le jeu d'origine, 4 packs, voilà, c'est ça la couverture dont je me rappelais, que je n'ai pas retrouvé dans l'historique de l'éditeur. Donc c'est pour 8 ans et plus, 30 à 45 minutes la partie, 1 à 4 joueurs, et donc c'est un jeu qui vient s'enrichir d'une nouvelle extension, je crois que c'est déjà la 3e extension. Je suis pas très fan de la DA, et en plus de ça, je suis pas très fan non plus de la thématique. Le gameplay, j'ai envie de dire pourquoi pas, le fait de pouvoir connecter ça et d'appliquer ensuite des pouvoirs parce qu'on a réussi à connecter. Le petit côté puzzle spatial me déplaît pas, mais le reste m'attire pas outre mesure. Pour ce qui est des pledges, c'est ici que ça se passe. Alors, rewards, le jeu de base il est à 37 $. Pour ceux qui l'ont déjà et qui seraient certainement intéressés par Purrstock, la petite extension festival, c'est 12 $. Sinon, est-ce qu'on a un pledge? Voilà, le pledge all-in en gros, Backstage Pass, donc le jeu de base, plus les 3 extensions sorties pour le jeu, enfin les 2 plus la nouvelle qui vient d'arriver sur Kickstarter, et de la deluxification dans tous les sens. Là, c'est 153 $. Voilà, c'est tout pour 4 packs Purrstock Festival. Celui-ci, je pensais devoir le traiter dans les plats principaux de la semaine, mais il faut bien reconnaître que le score est un peu décevant. C'est Journeys Afar de Ketsueki. Ketsueki qui veut dire le lien du sang, quoi, le sang en japonais. 328 contributeurs. Je pensais, quand j'ai vu le jeu débarquer il y a 3-4 semaines dans les actualités, etc., que c'était un jeu qui ferait un peu plus de succès que ça, et pourtant c'est relativement passé inaperçu pour l'instant. 330 contributeurs, c'est pas ridicule, le projet est financé, il reste 19 jours, donc on va certainement plutôt les s'orienter vers les 600, 700 backers, donc c'est pas rien, mais c'est pas extraordinaire non plus pour ce projet-là. Le 46e projet de Indie Board & Cards, Travis. Donc je vais pas aller je vais pas aller regarder les 46 projets pour vous rappeler ce qu'ils ont fait par le passé, mais c'est un éditeur qui a quand même un sacré catalogue derrière lui. Bref, quoi qu'il en soit, Journeys Afar de Ketsueki, c'est un jeu d'aventure, d'exploration. C'est pour 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 2 heures, donc un jeu quand même relativement long, avec plus de 800 cartes, avec plusieurs régions que l'on va pouvoir explorer. Je suis pas très fan de la présentation d'ailleurs, avec bien sûr des personnages asymétriques qui vont venir grimper en termes de stats, choper des nouveaux items, etc. Il y aura plein de rencontres à faire, bien sûr. C'est un jeu qui se veut relativement simple d'accès malgré des parties relativement longues. Il a l'air d'être relativement simple à installer et à ranger aussi d'ailleurs. Il est plutôt bien pensé en termes d'ergonomie, semble-t-il. L'ADA est pas vilaine, c'est juste que je suis pas fan des 4 plateaux de régions à explorer qu'on a vu ici. Je suis pas hyper fan de la présentation, mais c'est quand même plutôt joli au demeurant. Voilà, vous voyez, masse de cartes, qui ont bien plusieurs types de régions et plusieurs types de rencontres que l'on peut y faire. Bien sûr, ce sont des biomes un petit peu uniques et propres ces régions qui les composent, on va dire. Donc avec des expériences un petit peu différentes en fonction de là où on s'oriente. Il y a un petit côté bac à sable aussi, qui en tout cas semble transparaître. Je ne sais pas si dans les faits, en termes de gameplay, c'est vraiment le cas. Mais en tout cas, ça a l'air d'être assez libre en termes de gameplay. C'est plutôt joli. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Ça m'inspire pas outre mesure, mais je pensais quand même qu'il ferait mieux que ça. Voilà. Voilà, je vais pas passer trop de temps, j'ai pas suffisamment bossé la campagne et j'essaie d'aller assez vite de toute façon. Continuons. Alors le how to play, bon on s'en fout, je vais essayer de retrouver les pledges. Alors Memory c'est le monde, l'univers qui compose Ketsueki. On a aussi Hansha, on a aussi Holobi, donc les différentes régions que vous avez aperçues tout à l'heure. Est-ce que je peux retrouver... Voilà, les pledge levels, ils sont ici. 79 $, c'est le pledge de base. La boîte est assez conséquente, le matos est assez riche, notamment en termes de cartes. On a vu, il y en a beaucoup. Donc 79 $, c'est pas déconnant, mais ça reste à une somme. 99 pour le Distant Lands Pledge, avec une extension Distant Lands, justement.
encore plus de contenu. Ensuite, on a le All-in Pledge, tout ça fait un bond assez conséquent, on passe de 99 à 260 $. Ça vient ajouter un pack de miniatures, ainsi que l'extension bien sûr, ainsi que des sleeves, des tokens qui sont désormais soit en acrylique, soit en bois, enfin bref, un petit peu deluxifié quoi en gros. Donc voilà, c'est essentiellement un pledge de deluxification. Et puis après en add-on vous pouvez les piocher, les différents trucs qui vous intéressent le plus en termes de deluxification, si vous n'avez pas envie d'avoir tout mais que vous voulez une partie, ne serait-ce que les sleeves par exemple, c'est possible également. Sachant que c'est très très cher, parce que là c'est des sleeves personnalisés on va dire, donc on est à 100 $ de sleeves, c'est extrêmement cher, ça veut rien dire mais c'est extrêmement cher. Voilà donc pour ce qui est de Journeys Afar de Ketsueki, 330 contributeurs, 19 jours avant la fin de la campagne. Retour sur GameFound avec cette fois-ci Netherwatch qui nous vient de MJ Designs, donc l'éditeur créé par Michael Jackson j'imagine. MJ Designs, bref, ils avaient précédemment conçu The Mountains of Godai, on l'avait traité ça dans le menu crafting à l'époque. C'est aussi en fait eux qui sont derrière toute la série en réalité des Explore It. Ils en ont fait quoi 4, 5, 6 épisodes déjà, hein. Je crois qu'il y en avait déjà avant sur Kickstarter également. Quoi qu'il en soit, Netherwatch, nouveau jeu, ce qui n'est pour le coup pas dans la gamme Explore It apparemment. C'est un jeu coopératif d'horreur, de déduction, qui pour l'instant fait plutôt un beau succès. Je vais recharger la page parce qu'apparemment l'illustration déconne. Donc 500 backers pour l'instant, c'est vraiment pas mal. 70 000 $, d'engrangés. Donc le jeu est financé 20 jours avant la fin de la campagne. C'est pour 1 à 4 joueurs pour environ 1 heure la partie. Et bon, visuellement, ça se voit assez rapidement. Mais effectivement, il s'agit d'un jeu d'horreur coopératif avec bien sûr des personnages asymétriques et également des monstres et aussi asymétriques bien évidemment pour renouveler l'expérience. Bon, visuellement, c'est pas vilain, mais c'est pas époustouflant. Ça fait forcément penser à des jeux à thématique Lovecraftienne. Je sais pas si c'est exactement le cas ou si c'est assumé comme tel en tout cas, mais ça fait vraiment penser à du Eldritch, bien évidemment. Alors que tout à l'heure je vous parlais de 1 heure, là c'est plutôt marqué 60 à 90, donc potentiellement un poil plus long que ce que je disais tout à l'heure. Bon, la page déconne pas mal, bon, on verra. Quoi qu'il en soit, je l'ai dit, un coopératif horreur, déduction également, pour un 4. On a ici d'autres mécanismes qui sont mis en avant, on a des scénarios driven apparemment, les rôles asymétriques, ça je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, des petits jeux sous forme de mini-puzzle on va dire, et ça déconne méchamment. Ouais, ok, je peux les recharger manuellement. J'imagine que ça vient plutôt du problème technique que j'ai évoqué à plusieurs reprises tout à l'heure. C'est pas très important. J'essaierai de régler ça pour la semaine prochaine. Pour les pledges, on a le pledge de base à 69 $, le pledge donc Field Agent. 129 $ ensuite, si je le recherche comme ça, voilà. 129 $, ça vient ajouter encore plus de contenu en termes de gameplay avec des chroniques supplémentaires, avec un agent dossier par exemple, avec des plateaux avec double couche, mais également un set de dés supplémentaires, des sleeves, ce genre de choses là j'imagine. Donc une sorte de pledge de luxifié en gros. Donc ça c'était pour le Special Agent à 130, et ensuite le Secret Agent à 150, x4, c'est juste qu'il y a encore plus de matos en réalité, pas plus de deluxification, mais juste plus de matos de deluxification. Voilà donc pour ce qui est de Netherwatch, donc un petit peu cher, mais intéressant pour les amateurs de jeux coopératifs, déductifs, avec un univers un petit peu Lovecraftien. Pour l'instant, en tout cas, le jeu se porte plus trop bien sur GameFound, avec 500 contributeurs, 70 000 $ d'engrangés. On enchaîne avec Double Lucky 7, un jeu inspiré par les jeux du casino pour 2 à 7 joueurs, des parties de 20 à 40 minutes, c'est pour du 14 ans et plus, et c'est un jeu qui bide méchamment. On est à 46 contributeurs, on est assez loin encore du taux de financement, je pense que ça va aboutir sur un échec ou une annulation de campagne, 25 jours avant la fin de la campagne, en tout cas c'est pour l'instant mal barré pour un jeu qui pourtant, visuellement, pour peu qu'on aime la thématique, présente plutôt très bien. Le matos est vraiment plutôt joli. On a des vrais chips de poker, alors ils sont pas magnifiques, mais ils ont l'air d'être assez hefty, comme on dit en anglais, c'est un petit peu lourd, agréable en main, on va dire. Plusieurs petits mini-jeux, on va dire, similaires un petit peu à ce qu'on pourrait retrouver au casino. Ça va être assez fun, c'est relativement court. En plus, il y a une VF disponible. Donc on a sur le papier quand même ce petit Lucky 7, Double Lucky 7. Il a l'air d'être relativement sympa. Si vous aimez les jeux avec des mini-jeux justement,
un peu inspiré du casino, mais sans avoir la perte d'argent qui va avec, bah ma foi, ça peut être assez sympa. Mais pour l'instant, ça bide méchamment. Peut-être pas assez de communication, de budget marketing, je ne sais pas. Mais c'est vrai que pour l'instant, Double Lucky 7, ça fait pas grand-chose. Vous pouvez checker la règle du jeu en français si ça vous intéresse éventuellement. Mais a priori, je vous encourage pas trop à aller le baquer parce que pour l'instant, bah, c'est plutôt dans le mur que s'oriente le pledge, malheureusement. 49$ pour la boîte de base avec donc tous ces chips, avec le petit plateau au centre, même l'insert en, je crois que c'est en mousse en plastique peut-être, est plutôt joli, on a une pièce de métal, etc. Enfin les cartes sont plutôt clean, bref, joli, assez joli comme jeu, mais ça bide très très méchamment. Et du coup ça coûte combien, j'ai déjà dit je crois, j'avais pas dit que c'est 49, ouais c'est ça, 49. 49, est-ce qu'il y a d'autres pledges éventuellement? Le pledge de base est à 39. Et l'autre à 49, c'est Lucky Wool Edition, donc un peu deluxifié, j'ai l'impression. Donc il y a 10$ de différence entre les deux. Et sinon, il y a un Double Lucky 7 All-In Set à 69. Est-ce qu'on peut trouver ce pledge-là un peu plus bas? J'ai pas l'impression, non. Pledge Lavrose, excusez-moi, je les ai trouvés. Donc 49, le 39 n'est pas écrit. Manquait, donc ils mettent vraiment en avant l'édition un petit peu deluxe, quoi, en gros. Et le 69, qu'est-ce que ça vient ajouter? On voit un tapis de dés qui a été ajouté ici, peut-être des petites miniatures, mais en fait c'est déjà le cas pour le 7 qui est écrit là. Le plateau est-il différent? Je n'ai pas l'impression. Bon, j'ai la flemme de regarder en vrai, mais j'ai l'impression que c'est un poil deluxifié. Peut-être la pièce de métal aussi, je sais pas. Elle a l'air de ne pas être en métal ici. Bon, un petit peu de deluxification, mais ça m'a pas l'air fou. Même eux indiquent que la meilleure valeur de pledge, en fait, c'est celui à 49. Bon, je sais pas si c'est très vendeur de mettre ça comme ça. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour Double Lucky 7, 46 contributeurs 25 jours avant la fin de la campagne. Allez, on se lance maintenant dans les plats principaux de la semaine, et alors que je viens de parler d'un jeu de casino, en voici un autre qui pourrait presque s'y apparenter également. Il s'agit de Deco, le projet de Gem Games. Alors Gem Games, c'est leur premier projet sur GameFound ou même sur Kickstarter, mais pour autant, c'est pas des nouveaux dans le milieu en réalité, puisque Deco, c'est le nouveau jeu de... Alors j'essaie de retrouver son nom, c'est un peu galère. Voilà, ici Aaron Hoelgarder, qui est quand même le créateur de Villagers ou encore un autre jeu de placement d'ouvriers dont j'ai perdu le titre mais qui était sur Kickstarter l'année dernière. Bref, il a créé une nouvelle maison d'édition à son nom pour Deco, donc ce nouveau projet, qui est apparemment inspiré du Balatro, c'est ça le nom du jeu? Un truc sur mobile, j'ai jamais joué mais je crois que Xavier aime beaucoup, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup d'ailleurs. Et Deco s'en inspire un petit peu apparemment. On est dans un jeu qui s'inspire hautement du poker, mais avec un aspect deck building, avec un aspect beaucoup plus mouvant, des objectifs beaucoup plus fluctuants que dans le jeu de base du poker, on va dire. On va donc essayer de créer un deck extrêmement puissant pour aller au devant du jeu et compléter les différents prérequis ainsi que remporter la victoire face à son adversaire, parce que c'est un jeu compétitif, c'est pour 2 à 5 joueurs, mais effectivement, jeu compétitif, je ne sais pas exactement comment il aura réussi à ajuster la proposition inspirée du Balatro qui, je crois, est un jeu solo, j'imagine en tout cas, pour en faire un jeu compétitif, là pour 2 à 5 joueurs, pour des parties d'environ 1 heure approximativement. On mentionne du set collection, du deck building, de la symétrie, le tout fondamentalement sur un jeu de gestion de main, parce que c'est des cartes, un jeu qui est quand même basé sur le poker, les combinaisons de poker, et donc bien sûr qui dit deck building dit aussi gestion de main et jeu de cartes. Mais en tout cas, on retrouve la patte graphique de l'auteur, parce que l'auteur est également illustrateur de tous ces jeux, y compris Villagers. D'ailleurs, si vous avez Villagers ou que vous y avez déjà joué, vous reconnaîtrez l'aspect visuel, le style d'illustration de l'auteur que l'on voit ici. En tout cas, pour l'instant, le projet se porte bien. On est à 50 000 € d'engrangés et 820 backers 15 jours avant la fin de la campagne. C'est quand même une campagne qui commence donc plutôt bien, ma foi. Alors, je vais avoir le même problème pour toutes les campagnes, j'ai l'impression. Sur GameFound, ça va être un tout petit peu chiant. Mais donc voilà, imaginez un mix de poker et de deck building avec un tableau de jokers qui vont, comment dirais-je, renverser un petit peu les règles, tordre les règles, et donc ce sont à ces nouvelles facettes de gameplay que vous devrez vous ajuster pour réussir à l'emporter en justement deck buildant votre deck autant que faire se peut pour simplement
vous adapter autant que vous le pouvez, du mieux que vous pouvez, aux contraintes actuelles. Ensuite les jokers, donc ceux qui vont justement modifier le gameplay. On a des wildcards également, un petit peu de joker on va dire. Le Deluxe for Everyone, alors oui, ça aussi c'est assez bon à savoir, c'est que vous aurez un jeu de base deluxifié, il n'y aura pas 3000 niveaux de pledge, en réalité il n'y en a qu'un seul, vous voyez ici le Deco Deluxe, mais quoi qu'il en soit, il sera deluxifié de base avec donc des jetons de poker, avec des cartes, avec un liseré doré, du plus bel effet, ça c'est vrai que c'est plutôt très très joli. Et en plus de ça, c'est apparemment exclusivement sur GameFi. Après, j'imagine qu'il le vendra aussi dans les salons, etc. Mais c'est encore autre chose. Voilà. Villagers, est-ce qu'on peut retrouver d'autres jeux de lui? Le jeu de placement d'ouvriers, par exemple? En tout cas, pour l'instant, non. What's in the box? On voit que c'est essentiellement des cartes, des jetons de poker, il y en a quand même une centaine. Ensuite, du néoprène, il y aura aussi du néoprène directement dans le jeu de base. Ça aussi, c'est quand même plaisir. C'est un beau jeu de luxifié. Hop. Ensuite, bon, on voit encore la présentation plus détaillée du composant, mais on s'en fout un petit peu. Alors, c'est donc 59 €. 59 € pour le pledge de base, c'est quand même très très abordable ma foi. Et puis bah, j'ai pas grand chose de plus que ça à vous dire en réalité, si ce n'est que vous pouvez le tester genre déjà sur Tabletop Simulator pour ceux que ça pourrait intéresser. Et on va découvrir un petit peu ensemble le shipping. Pour l'Union Européenne, c'est 14 € de frais de port, 17 pour le Canada, mais également pour nos amis suisses. Et puis pour nous qui sommes au Japon, on doit être dans le Rest of Asia, j'imagine, donc 25 € de frais de port. J'ai jamais joué à Balatro, mais j'aime bien l'auteur de Deco. J'avais bien aimé Villagers. Son jeu de placement d'ouvriers dont j'ai perdu le titre m'intéressait un petit peu, mais pas forcément jusqu'à aller le baquer. Donc ouais, je suis curieux. C'est pas un jeu que je me vois baquer pour autant, mais curieux de le tester un de ces jours si jamais l'occasion m'en est donnée. Et on est sur un jeu qui théoriquement devrait être livré pour mai prochain. Voilà pour ce qui est de Deco, nouveau jeu de Gem Games, enfin premier jeu de James Games, mais nouveau jeu de cet auteur qui est quand même un petit peu connu. 820 backers, 50 000 € d'engrangés pour l'instant. Va-t-on me crier dessus parce que je ne place pas ce projet dans les dessins de la semaine? Peut-être, c'est possible, mais moi, Chronicles of Crimes, ça m'a jamais tellement parlé, je suis pas le cœur de cible, et surtout, pour être un tout petit peu plus objectif que ça, je le place dans les plats principaux de la semaine parce que fondamentalement, c'est encore plus de la même chose. On connaît Chronicles of Crime, on est quand même en terrain connu. Alors bien sûr, chaque épisode qui est proposé ici, comme c'est le cas précédemment aussi, celle où enfin cette gamme où on voyage dans le temps à travers 3 épisodes, même chose ici, on va découvrir des petites mécaniques propres à chaque épisode, bien évidemment, donc c'est pas exactement la même chose, mais ça reste du Chronicles of Crime. Et du coup, cette campagne s'intitule Beyond Doubt et elle a pour l'instant recueilli 2515 contributeurs, on est déjà à 200 000 € d'engrangés, donc c'est un beau succès. Bien sûr, il y a une VF puisque c'est le projet de Lucky Duck Games, ça c'est une évidence. Et donc, eh bien, ce nouvel épisode, enfin ces 3 nouveaux épisodes en réalité, dans cette campagne Beyond Doubt, vous propose des choses un petit peu inédites quand même. Alors certes, ça reste du Chronicles of Crime, mais un petit peu inédit dans le sens où ici, Cryptid Cases ou Eldritch Secrets, on va partir sur des choses un petit peu surnaturelles. Alors le second, Eldritch Secrets, c'est bien sûr de l'univers Lovecraftien, vous vous en doutez. Le Cryptid Cases, on va parler de cryptides, donc de ces fameuses bêtes légendaires, comment ça s'appelle, le Yeti, la créature du Loch Ness, sur les choses là, bref, tout un tas de cryptides, donc on reste sur du surnaturel également. Et pour ce qui est de Courtroom Justice, alors là on n'est pas dans du surnaturel, en revanche on n'est pas dans l'enquête habituelle que nous propose Chronicles of Crime, mais dans le tribunal en fait, hein, le procès qui fait suite à l'enquête, donc thématiquement, il y a un petit twist assez intéressant. Pour le reste, ça reste bien sûr du Chronicles of Crime, donc un jeu hybride avec donc plateau, cartes, mais également applications et QR code sur les cartes. Donc les cartes de personnages, les cartes de lieux, etc. Et donc on va au fur et à mesure essayer d'accumuler les indices, connecter les différents points entre eux pour trouver la solution, le meurtrier, etc. C'est donc jouable en solo comme en coop, c'est pour 60 à 90 minutes la partie, et c'est pour 1 à 4 joueurs. Et les nouvelles mécaniques qui sont présentées ici, c'est donc Find the Monster pour l'épisode sur les cryptides, Face the Terrors pour l'épisode avec Eldritch, et Make Your Case pour le tribunal.
Un jeu extrêmement facile à installer, extrêmement facile à prendre en main aussi. Vous pouvez quasiment vous lancer dans une première partie sans vraiment être super au point avec les règles. En fait, vous êtes vraiment accompagné, pris par la main, donc ça c'est plutôt agréable de ce point de vue-là. Si vous aimez les jeux d'enquête, c'est une série qui vraiment a fait ses preuves et dont les gens sont plutôt amateurs en règle générale. Donc pour rappeler un petit peu ce à quoi ça consiste, hein, le briefing, donc quelle est la situation, le crime face auquel vous êtes confronté et que vous allez devoir élucider. Ensuite, vous allez devoir parler à un max de personnes après avoir scanné leur code QR. Vous allez avoir donc des dialogues, et en fonction de ce que vous allez pouvoir récupérer comme information, comme indice potentiel, vous allez vous déplacer, interroger encore plus de gens, trouver des objets, essayer de voir ces objets, les mettre en relation avec l'affaire, etc., etc. Vous allez même pouvoir explorer des scènes de crime en 3D avec votre tablette ou votre téléphone. Ça c'est plutôt immersif pour le coup, c'est plutôt intéressant. J'imagine que si vous en jouez à 3-4 personnes, ça peut être potentiellement très très chiant, parce que si vous jouez sur un téléphone, ça peut être un petit peu relou. Mais en termes d'immersion, c'est vrai que c'est plutôt très très cool. Et bien sûr, il faudra aussi utiliser votre temps avec parcimonie, avec efficacité, parce qu'il sera limité, bien évidemment, et de cela dépendra votre capacité à réussir ou à échouer face à la mission qui vous est donnée. Alors, continuez bien sûr plein de vidéos en français, puisque c'est un projet Lucky Dog Games, donc voilà, vous avez des vidéos de Pénélope, vous avez des vidéos de l'école du jeu, de Dis on joue, etc. etc. Ouais, vous mettre un petit peu plus de détails concernant les trois boîtes, avec ici les Eldritch Secrets, avec le mécanisme de, c'était quoi, Find the Monster, quelque chose comme ça, avec les différents composants qui viennent avec le jeu bien sûr, avec toujours ces QR codes. Moi c'est le truc qui m'emmerde le plus en fait avec cette série, c'est qu'on a des gros QR codes sur les cartes, et moi ça me sort un petit peu du jeu, j'avoue que ça me dérange un petit peu. Au-delà du fait que je suis pas très amateur en règle générale d'avoir des applications pour jouer à un jeu. Ensuite, Crack the Cryptid Cases, avec encore une fois le contenu, comme très bien illustré, hein. Visuellement, je ne l'ai pas encore dit d'ailleurs, mais les 3 épisodes en termes de DA sont très beaux. C'est très joli, très thématique, vraiment c'est agréable. Et ensuite, Courtroom Justice, avec donc encore une fois les composants plutôt clean, et on voit qu'il y a quand même une différence d'ambiance certes, mais également au niveau de quelques petits mécanismes. On voit ici avec les tokens, etc. Entre les 3 épisodes. Dans chacun des épisodes d'ailleurs, vous aurez aussi 4 scénarios uniques, plus un tuto également. Donc pour ce qui est de la rejouabilité, normalement, elle est présente aussi. Les pledges, vous avez un pledge de base à 25 € pour une des 3 boîtes, 49 € pour 2 boîtes, donc vous avez 1 $ de ristourne. Bof. Et ensuite le full dossier, 75 €, donc là il n'y a plus de ristourne entre temps, mais il y a des ajouts, donc ça se justifie un peu comme ça aussi. 3 jeux, plus donc les Forgotten Archive, donc exclusif à la campagne apparemment, et puis le Cold Cases, une petite sorte d'extension commune aux 3, j'ai l'impression. Bref, donc des petits ajouts exclusifs à la campagne, et qui du coup va venir rajouter un petit élément supplémentaire pour justifier un potentiel back sur Kickstarter plutôt qu'une sortie en boutique. Ensuite, le Collector à 95 €, où là vous avez une extension pour chacun des 3 jeux, mais ça va pas être diablement intéressant. On a aussi des petits, comment dirais-je, des petits standees en carton pour avoir un jeu un peu plus en relief que celui de base, on va dire. Je suis pas hyper convaincu par l'apport de ces standees comme ça en carton. Vous me direz si ça ajoute un petit peu d'immersion pour vous. Moi je trouve pas ça forcément très intéressant. Mais bon, ça reste relativement subjectif. J'essaie de retrouver justement ces petites boîtes là. C'est ça. Standees Pack. Oui, donc c'est même pas des extensions, c'est des Standees Pack. Ouais, pas hyper convaincu. Le shipping, France, Belgique, c'est 8 jusqu'à 11 en fonction du place que vous choisir. Monaco, 11 à 13. Ensuite, nos amis suisses, 16 à 18. Canadiens, 14,30. Et puis pour nous, ce serait 28,76 € de frais de port. Et théoriquement, on devrait pouvoir recevoir nos pledges au 2e trimestre de 2027. Ça fait quand même dans 1 an et demi, c'est un poil long je trouve par rapport au standard habituel. Bon après, il y a tellement de retard que bon, si eux arrivent dans les temps, finalement, c'est pas dramatique non plus, mais quand même c'est un poil long je trouve, hein, 1 an et demi. 2504 contributeurs, 200 000 € d'engrangés pour donc Chronicles of Crime Beyond Doubt. On continue avec John Company et Molly House, une campagne de réimpression pour les 2 jeux
de Cole Worley, l'auteur quand même de Root, de Pax Pamir, de Arx plus récemment, Arx qui avait beaucoup parlé de lui cette année d'ailleurs. Et bon, donc, Cole Worley, il est habitué de ses coopérations avec Ladder Games, l'éditeur chez lequel est paru donc Arx ou encore Root, mais de temps à autre, eh ben, il publie des jeux par lui-même, tels que Pax Pamir, tels que John Company par exemple. Et là, justement, John Company, on le retrouve dans cette campagne, accompagné de Molly House, un autre jeu qu'il avait sorti également. Et donc, ce sont ces deux jeux qui font l'objet d'une campagne de réimpression. Et pour l'instant, ça se porte très très bien. On est déjà à 3000 contributeurs, très beau succès. 157 000 € d'engrangés, c'est largement financé, 19 jours avant la fin de la campagne. Et du coup, très beau succès. Pourquoi n'est-il pas dans les desserts? Parce que c'est une réimpression. Enfin, ce sont deux réimpressions de jeux déjà sortis. Vous avez déjà beaucoup d'éléments de retour sur BGG ou d'autres sites comme ça, sur lesquels vous pouvez vous orienter pour en apprendre un tout petit peu plus sur ces deux jeux. Il y a beaucoup de retours, notamment en français aussi. Je crois qu'il y a même 2-3 vidéos en VF sur John Company. Molly House, peut-être pas, il est moins connu quand même. Mais donc vous n'avez pas tellement besoin de moi pour acquérir des informations sur les deux jeux en question. C'est pour ça qu'ils ne sont que dans les plats principaux. John Company, il est à 90 $. C'est un jeu qui vous propose d'explorer la période des comptoirs anglais en Inde. Donc c'est quoi, 19e siècle, je crois, fin 19e siècle, quelque chose comme ça. Et donc il y a une sorte de côté semi-coopératif où on va tous, entre guillemets, être des dirigeants de la fameuse compagnie des Indes en Inde pour l'Angleterre. Et on va chacun essayer de tirer les marrons du feu de notre côté. Donc c'est assez intéressant, cet aspect presque semi-coop, mais finalement carrément compétitif. Il a l'air d'être vraiment très très cool, j'aimerais beaucoup l'essayer. La thématique me parle pas outre mesure, j'ai jamais été très intéressé par l'Inde de manière générale, son histoire non plus du coup, mais ça reste du Cole Worley, et l'aspect, on est tous dirigeants d'une seule et même grande compagnie qui est en train de plus ou moins de se casser la gueule, il y a des marchés à conquérir et à gérer, il faut se tirer en même temps des balles dans les pieds, mais on bosse quand même un petit peu tous ensemble, ça va être quand même assez intéressant. Donc ouais, j'aimerais beaucoup le tester. Je sais que Xavier aime beaucoup aussi la proposition de John Company, je sais pas s'il ira le baquer, mais en tout cas, le jeu est plutôt cool. Molly House, c'est 60 $, c'est un peu moins cher pour le coup, et celui-ci, il vous plonge dans le Londres du 18e siècle, c'est ça, du début du 18e siècle, dans les communautés qui pourraient presque s'apparenter aux prémices des communautés LGBT, on va dire, puisque en fait vous allez incarner des Mollys, donc on va dire des travestis, quoi, plus ou moins, dans une Angleterre qui leur est un petit peu hostile, bien évidemment. Je fais un petit peu n'importe quoi. Voilà, ok, c'est bon. Réglé. Donc oui, une communauté qui forcément est pas très ouverte à votre existence, on va dire. Alors que j'essaie de fermer des fenêtres que j'ai ouvertes par erreur. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Quoi qu'il en soit, on continue avec les pledges et on verra un petit peu plus en détail peut-être la suite. Les pledges, bah écoutez, au pire je les ai dit, hein, j'ai dit 60 et 90, 90 pour John Company, 60 pour Molly House. Est-ce qu'il y a un cumul éventuellement? All in Deluxe pour John Company et Molly House, 199. Ok, avec des add-ons de métal. Ok. Donc un petit côté deluxifié, effectivement. Bon. Je l'ai dit, donc John Company, hein, le British East India Company, la compagnie des Indes orientales en gros. 90 à 240 minutes, on est dans un jeu de népotisme et de bureaucratie, rien que la thématique, elle a pas l'air sexy comme ça, mais moi ça m'attire beaucoup. J'aime beaucoup ce que semble proposer John Company. En plus de ça, beau matos, c'est assez clean. Il a le chic aussi pour pondre des jeux avec des thématiques assez uniques et à les rendre intéressantes malgré tout. Comme c'était le cas avec Pax Pamir par exemple aussi. Et donc Molly House, Game of Queer Community and Betrayal in Georgian London, parce que là, vous êtes une communauté donc on va dire, de travestis, etc. Mais vous allez essayer de rester soudés face à la société de l'époque qui n'est pas forcément très agréable avec vous, on va dire, mais il y en a potentiellement quelques-uns autour de la table qui vont trahir les autres et les vendre un petit peu à la police pour essayer de sortir un peu leur épingle du jeu à eux, quoi, on va dire. Voilà, est-ce que je peux voir les add-ons éventuellement? Voilà, c'est ici, les add-ons Metal Pawns pour John Company et pour Molly House, 30 et 30, pour deluxifier un petit peu l'expérience. Il y a aussi possibilité de mettre la main sur Pax Pamir éventuellement pour ceux que ça pourrait intéresser.
Donc ouais, aussi ça peut être assez intéressant. Puis voilà, je vais pas rajouter grand chose à ça. Pour ce qui est des schedules, c'est ici, donc on va avoir un tableau Excel, j'imagine, voilà, c'est ça. Canada 15, 29, estimated shipping cost, coins. Ah d'accord, c'est pour les pions et les pièces, ok. Donc pour ce qui est des jeux, en tout cas, Molly House Origin Company, c'est donc 15 pour le Canada. Et le all-in, si on prend les deux plus la diversification, c'est 20. Ok. Ensuite, Belgique 10-20, France 15-25, Suisse 15-25 également. Et nous, au Japon, ce serait 22-30. Voilà. Ok. Pour ce qui est des frais de port de John Company et Molly House, deux jeux assez uniques de par leur thématique. John Company m'attire quand même pas mal. Pas suffisamment pour les baquer, ça reste assez aride. C'est pas forcément mon type de jeu de base, j'ai envie de dire, mais ça fait partie de ces jeux que j'aimerais beaucoup tester, mais pas forcément posséder. Je sais pas si ça fait sens pour vous, mais je serais très content que Xavier le back, et s'il le fait pas, c'est pas grave, j'aurai peut-être un jour l'occasion d'y jouer quand même malgré tout. Voilà pour John Company et Molly House, 3000 contributeurs, 19 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec Lord of Loot, un jeu coopératif de fantasy, dans un univers fantasy, qui nous vient d'Allemagne, et pourtant c'est pas vilain. Le tacle à la carotide qui ressort quasiment à chaque fois qu'une campagne allemande n'est pas vilaine. Mais en même temps, Lord of Loot, vous me direz ce que vous en pensez. Moi je trouve qu'il y a quand même quelques éléments qui font penser à de l'IA. Et j'ai oublié de checker. Utilisation de l'IA, allons voir. Rien dans ce projet n'a été fait sans l'implication d'humains, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'IA là-dedans. Ils ont utilisé des outils tels que Midjourney et la suite Adobe, donc il y a eu de l'IA. Il y a eu de l'IA pour faciliter le workflow, comme on dit, donc le flow du travail, mais ensuite ça a été retravaillé par des artistes, etc. Bon, ok. Reste que je trouve que, notamment au niveau de l'illustration principale de la boîte ici, je trouve qu'il y a quand même un style un petit peu IA qui transparaît, je sais pas. Après, c'est juste que je deviens un petit peu parano avec l'IA depuis quelques temps, peut-être, je sais pas. J'en ai l'impression d'en voir beaucoup plus que par le passé, alors que c'est pas forcément toujours le cas. Quoi qu'il en soit, Lord of Loot, donc ce petit projet allemand qui nous de PKB Games, et qui est un jeu coopératif pour 1 à 5 joueurs, 10 ans et plus, donc ça en fait un jeu quand même très accessible, quasi familial, pour des parties de 60 à 90 minutes, avec un beau plateau sur lequel on va évoluer à différentes régions qu'on va pouvoir explorer avec notre charmant groupe de compagnons aventuriers. Et bien sûr, on a chacun son petit sac à dos, donc on va pouvoir choper des items, on va pouvoir choper des sorts, et on va aussi pouvoir tabasser du monstre sur notre chemin pour acquérir de l'expérience, tout en ménageant bien sûr nos points de vie. Ça semble relativement logique jusque-là, et ça semble aussi relativement classique, soyons tout à fait honnêtes. Choper du loot, des armes, améliorer les compétences et l'équipement de notre héros, choper des nouveaux sorts, donc encore plus de nouvelles compétences et capacités qui vont faire grandir un petit peu la symétrie, gérer un petit peu nos ressources avec un backpack, avec un sac à dos, ça pour le coup c'est un poil plus original, mais pour le reste ça reste quand même très très classique, un jeu coopératif comme on en a vu quand même pas mal, mais qui semble relativement satisfaisant si on en lit les quelques retours, ça va être plutôt sympa malgré tout. Reste qu'ils ont utilisé aussi cette approche que j'aime pas du tout, à savoir le mélange miniatures pour les héros, standees pour les adversaires, les monstres, etc. J'aime pas du tout le mélange comme ça. Donc bon, je pense qu'il y a moyen de mettre la main sur des miniatures pour les monstres aussi, me semble-t-il, dans les add-ons, mais il faudra les vérifier. Donc ouais, votre tour de héros, vous pouvez vous déplacer, explorer, choper des trésors. Vous pourrez choper aussi plein de loot pour mettre dans votre sac à dos. Il faudra donc gérer l'espace dans votre sac à dos, votre grimoire dans lequel vous pouvez mettre des nouvelles compétences, donc des sorts on va dire, les points de vie, les points de trésor, etc. Le tour des monstres qui vont s'approcher, vous attaquer ou parfois pas. Il y a plein de petites quêtes à les compléter également, avec différents petits modules que vous pourrez ajouter ou non selon les parties. Et puis vous aurez un boss final aussi, qui sera bien sûr un petit peu asymétrique, donc qui permettra de renouveler un peu l'expérience à chaque fois, parce que vous aurez plusieurs monstres à aller affronter. Ensuite les héros, vous voyez ici que Branox c'est le druide, on a ici Orena la sorcière, bref, un petit peu d'asymétrie au niveau des différents personnages que vous pourrez être amené à contrôler. Les monstres eux aussi, en fonction des différents types de monstres que l'on a, ils vont avoir un comportement différent, des attitudes différentes vis-à-vis de vous, des compétences particulières également, donc ça aussi, ce sera à prendre en compte bien évidemment. Plein de petites tuiles que vous pourrez ajouter directement sur la map centrale.
Donc ça aussi, d'une partie à l'autre, vous ne les sortirez pas au même endroit, elles ne seront pas placées au même endroit non plus. Donc ça peut être assez intéressant pour renouveler l'expérience. Et pas avoir forcément une map commune à chacune de vos parties. Il y a quelques petites allusions à des œuvres de pop culture assez célèbres aussi. Là par exemple, Volcanus the Brooding, c'est clairement Sauron du Seigneur des Anneaux. Là c'est plutôt clairement aussi Bilbo, je pense. Donc autant qu'on mentionne des personnages qui veulent absolument faire fondre ces créations dans un volcan, sur les choses là, bon, il y a quelques petites allusions assez sympatoches. Voilà, pour le reste, vous avez un petit aperçu des composants du jeu. C'est plutôt joli, c'est pas magnifique, mais c'est plutôt joli. Il y a même une VF disponible également, en tout cas en PDF. Ah, quoique non. Printed Rulebook, donc non, ce sera en version physique. Vous aurez du français également. Sachez d'ailleurs, avant que je ne l'oublie, que Pog and Play en a fait une vidéo donc en français pour parler de Lord of Loot. Donc si vous voulez en apprendre un peu plus, c'est vers lui qu'il faudra s'orienter. On a un pledge de base à 39 € pour Lord of Loot. Ensuite, si vous voulez l'extension pour jouer jusqu'à 5 joueurs, il vous faudra débourser un poil plus d'argent, à savoir 55 €. Et ensuite, on a un All-in Deluxe Pledge à 69 €. Ça reste quand même relativement abordable. Ça vient ajouter une petite extension. Ça vient ajouter aussi les miniatures de vos héros pré-peintes. Donc, ce qui n'est pas très cher en réalité, 69 € pour le jeu de base, ainsi que l'extension 5e joueur et les miniatures pré-peintes, et une tour de dés, etc. C'est pas très cher en vrai, ça m'étonne un tout petit peu d'ailleurs. Et les dés, les frosted dés un petit peu transparent, translucide plutôt, c'est assez joli, j'aime beaucoup les dés comme ça. Donc c'est pas très cher, ces miniatures pré-peintes, ça m'étonne un tout petit peu. Et d'ailleurs pour rappel, c'est aussi l'éditeur de Trench Club Legacy ou encore Aces and Armor dont on avait parlé aussi dans le menu crowdfunding à l'époque. Et pour le rappel, donc la vidéo de Pog and Play se trouve où ici, voilà. Il y a aussi une autre vidéo en français avec Zone Jeux de Société qui en parle également. Donc voilà, il y a même aussi des ludiques. 3 vidéos en français pour vous faire un avis sur Lord of Loot. Et rapidement pour le shipping, France 17, Belgique 15, ensuite, nous, du coup, au Japon, 10 $ de frais de port. C'est pas très onéreux. De manière générale, les pledges comme les frais de port sont pas très onéreux pour Lord of Loot. Donc si vous cherchez un petit jeu dans un univers un petit peu fantasy, coopératif, accessible avec des plus jeunes, ma foi, ça peut être une proposition assez intéressante ce petit Lord of Loot. 1450 contributeurs, 100 000 € d'engrangés, 26 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec Kavango and Lodges Expansion. Donc en réalité c'est Kavango qu'on avait déjà vu sur le menu crowdfunding il y a quelques temps, qui s'accompagne d'une nouvelle extension intitulée Lodges, dans laquelle vous allez faire, dans laquelle vous allez faire du tourisme écolo. En gros, vous allez créer des petits bungalows dans votre parc naturel pour les écotouristes comme on dit. Un peu du greenwashing, tout ça, parce qu'en réalité, quand même, pour venir dans votre parc de la savane, il faut quand même qu'ils prennent l'avion. Donc, en termes d'éco, on est là, on se place pas forcément très bien. Quoi qu'il en soit, c'est 1600 backers qui ont d'ores et déjà soutenu le projet de Kavango, avec 72 000 € d'engrangés, le projet est largement financé, 26 jours avant la fin de la campagne. Deuxième projet de Masasa Games, le premier étant Kavango, le jeu de base. Donc c'est vraiment leur jeu pour l'instant, mais en même temps c'est un petit éditeur qui se donne pour mission de porter des thématiques de préservation de la planète, de la nature, de la faune, de la flore, etc. Et pour l'instant ils le font bien avec Kavango, création de votre parc animalier dans la savane, ainsi que cette extension Lodges. Donc c'est pour 1 à 5 joueurs, c'est pour 10 ans et plus, donc encore une fois un jeu qui reste relativement accessible. On le voit aussi au niveau de la durée de la partie, puisqu'on parle de 40 à 60 minutes la partie de Kavango. Lodges Expansion, alors donc vous le saviez déjà, on va avoir donc notre tableau de cartes avec de la faune, de la flore, par exemple ici les éléphants avec les jackals, les duiker, les impalas, etc., plein de petits animaux. Et au milieu de tout ça, on va y ajouter donc l'extension des lodges, donc des sortes de bungalows, on va dire, pour construire un petit peu d'écotourisme dans votre parc naturel, pour le faire vivre, pour le faire fructifier un petit peu, parce que bien sûr ça engrange, ça déclenche pas mal de dépenses pour préserver le tout, pour faire vivre le tout, et du coup développer l'écotourisme, ça peut être une bonne idée. Et il faudra du coup maintenant prendre bien plus en compte le placement de vos cartes, ce qui n'était pas forcément aussi important dans le jeu de base, le devient maintenant, puisque en fonction de là où sont placées telle ou telle carte, vous aurez plutôt avantage à placer vos lodges, donc vos petits bungalows, à tel ou tel endroit. Donc ça, de ce point de vue-là, un ajout stratégique assez intéressant.
sans forcément ajouter beaucoup de mécanismes par-dessus, c'est vrai que du coup, ça permet d'ajouter une couche de stratégie supplémentaire assez intéressante. On nous parle directement des pledges, ça c'est plutôt cool, on n'a pas besoin de chercher 1000 ans. On a 30 livres, donc attention, c'est pas des euros, c'est des livres, 30 livres pour les returning fans. Donc si vous avez déjà le jeu de base, vous pouvez donc prendre les deux extensions, donc Lodges et c'est quoi, c'est Let's Go, j'arrive pas à lire. Je pense que c'était une extension qui était peut-être déjà sortie, j'imagine, quoique, si elle est là, c'est peut-être pas le cas d'ailleurs. Mais bon, quoi qu'il en soit, 30 livres. Et sinon, vous avez le All in Kavango à 72 livres, jeu de base plus extension. Pour petit rappel, donc vous allez incarner des experts en conservation animale et naturelle de manière générale. Vous allez avoir votre petit tableau à compléter au fur et à mesure en y ajoutant des animaux ou de la flore également par moment, avec des tours en simultané, donc très peu d'attente entre les joueurs. Et puis vous aurez une sorte de gestion de ressources également, pas mal de stratégies, des missions à essayer de compléter, communes comme secrètes également si mes souvenirs sont bons, et l'ajout donc des lodges, donc des petits bungalows on va dire, que vous allez pouvoir ajouter sur votre tableau avec cette prise en compte des placements des cartes au préalable, donc assez intéressant. Reste que je suis pas très fan de la DA de manière générale, les couleurs un petit peu pastel, rien ne détonne vraiment et de manière générale c'est pas très joli. Même les illustrations d'animaux, je suis pas forcément hyper fan. Pour autant, ça semble être un jeu plutôt accessible en termes de règles, mais intéressant stratégiquement. Donc ouais, pourquoi pas. J'aurais plus d'intérêt à tester celui-ci par exemple que Finspan ou les dernières sorties dans la lignée de Wingspan par exemple, qui m'avaient pas marqué forcément de manière très positive pour ma part. La Kavango dans une thématique un poil similaire m'intéresse un peu plus pour le coup. Donc ouais, ce jeu pourquoi pas, si j'ai l'occasion de le tester, mais pas un jeu que j'irais backer pour autant. Sachant que oui, les règles sont disponibles en français également, en tout cas en PDF, disponible sur leur site. Il y a aussi un mode solo, je ne sais pas s'il tourne bien, mais en tout cas les commentaires ont l'air d'être plutôt satisfaits. On nous parle d'un petit solo très gratifiant, donc ça peut être sympa. Ensuite, là, on parle de l'ajout de Lodges, donc les petites extensions avec le placement qui devient vraiment important. Mais c'est pas le seul ajout, on a aussi la protection de la communauté apparemment, on a aussi des projets de panneaux solaires, le Golden Lodge qui est un bungalow d'une couleur un peu différente qui va être un peu plus intéressant aussi j'imagine. Bref, les bungalows c'est pas la seule chose, c'est pas le seul ajout stratégique, mais c'est une petite extension qui va pas rajouter beaucoup de complexité, mais qui fait progresser apparemment le jeu, il ajoute encore plus de stratégie. Donc ouais, une extension qui va être assez intéressante. Voilà, pour ce qui est maintenant des frais de port et de la timeline, très rapidement, on parle d'une livraison pour juin 2026, donc relativement rapide, sachant que, bon, j'ai pas checké, hein, donc vous me direz, j'ai pas checké sur BGG combien il y a d'évaluations, mais en tout cas pour l'instant la note moyenne est de 8.0. Faut aller voir s'ils sont 50, ça vaut pas grand chose, s'ils sont 500, c'est tout de suite plus intéressant. Et donc les tarifs, les frais de port. Les frais de port, c'est un peu galère. Donc ça va être pour les returning fans, donc pour ceux qui ont déjà le jeu de base, 3 à 4 dollars. Ah non, ça c'est pour les tarifs. C'est pas pour le shipping, excusez-moi. Le shipping c'est ici. Ok, c'est beaucoup plus clair pour le coup. Alors, l'Union Européenne, elle est composée de 4 zones ici. Donc France, c'est la zone 1, Belgique, c'est la zone 2. Bon, Suisse, c'est Europe, mais pas Union Européenne, c'est la zone 3. Donc ça va osciller entre de 8 à 14 ou de 13 à 20 selon votre zone dans l'Europe. Canada, 12 à 18. On parle toujours de livres, hein, pas d'euros ou de dollars. Donc sachez-le, c'est un peu plus important que vous ne le pensez peut-être, c'est pas des euros, c'est plus cher. Et puis pour nous, j'imagine dans Asia Pacific, j'imagine, oui c'est ça. Donc pour nous au Japon, ce serait 22 à 45 livres de frais de port pour donc Kavango et son extension Lodges, qui a l'air d'être plutôt sympa. 1600 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne. Mon petit coup de cœur de la semaine, sorti de nulle part, je l'avais pas vu venir, et je suis tombé sous le charme de Garage Rock. J'aime beaucoup, j'avoue, j'ai été surpris, et je pensais pas, quand j'ai vu la campagne de base, je me suis dit, ah, c'est mignon comme thématique, et en vrai, ça a l'air d'être vachement cool. Je sais pas si j'irai le backer, parce que peut-être que ma hype va retomber aussi rapidement qu'elle est montée, mais moi, je trouve le projet de Garage Rock vraiment très mignon, et en plus de ça, il y a d'avoir un vrai jeu derrière.
Alors Garage Rock, c'est pour l'instant 360 backers, donc c'est financé avec 33 000 euros d'engrangés, 26 jours avant la fin de la campagne, et bien sûr c'est un jeu dans lequel on vous propose de monter votre petit groupe de rock. On est dans la fin des années 80 si mes souvenirs sont bons, et à l'époque des cassettes bien sûr, des petites radios, comment dirais-je, les radios un peu planquées dans la maison arbre que l'on a bâtie dans le jardin de ses parents. Alors on parle des États-Unis bien évidemment. Ça dégouline de nostalgie bien évidemment, d'une époque que finalement j'ai très très peu connue, parce que moi je suis né en 87, donc j'étais déjà un petit peu en retard on va dire, mais c'est forcément quelque chose qu'on a vu à travers des séries, des films, etc. Donc ça évoque quand même malgré tout des souvenirs qui sont pas vraiment dans ma mémoire à moi, mais qui sont dans la mémoire collective, on va dire. Et du coup, ça a quand même beaucoup de charme, ce petit jeu qui est Garage Rock, avec beaucoup de nostalgie là-dedans. Et donc c'est un jeu dans lequel on va monter son groupe de rock, on va jouer dans son garage, on va se développer, on va essayer de s'attirer plus de popularité auprès des gens de la communauté dans laquelle on vit bien sûr. C'est pour 1 à 4 joueurs, pour des parties de 60 à 90 minutes, c'est pour 12 ans et plus. C'est en 1986, c'est ça. On a des vélos BMX, on a des cassettes audio, on a les fameuses radios pirates dans des maisons arbres, et donc votre groupe de garage band. Et il y a une sorte de compétition, on va dire, il y a DJ Johnny Lowe qui va faire une compétition, une sorte de Battle of the Bands, une compète entre différents groupes de rock, et il va falloir l'emporter. Et pour ce faire, il va falloir composer des chansons géniales, il va falloir aussi développer ses talents, et on va pouvoir aussi développer notre allure visuelle, bien sûr. On va aller coller des posters dans les rues, on va faire des t-shirts, des flyers, on va choper encore plus de matos pour être encore plus équipé, on va dire. Donc ouais, tout ça va être sympa. Et puis en plus de ça, en termes de gameplay pur, c'est un jeu de placement d'ouvriers. Donc forcément, moi ça me parle parce que c'est quand même, je pense, mon mécanisme préféré à ce jour. Donc vous me mettez une thématique sur de la musique, un peu nostalgique, mignon, jeu de placement d'ouvriers, mais pas forcément expert, donc un jeu très facile à sortir quand même. Ouais, il coche pas mal de cases. Parce que bon, oui, j'adore les jeux experts, fondamentalement, c'est mes jeux préférés. Mais en réalité, depuis un an et demi, j'ai remarqué que finalement, j'ai peut-être plus envie de backer des jeux initiés que vraiment experts, parce que les jeux experts, ils sortent pas suffisamment souvent en réalité. Dans ma vie quotidienne, on n'a pas suffisamment l'occasion de les sortir. Et du coup, ces petits jeux-là qui se jouent en 1 heure et demie, et ben ils sortent plus facilement. Quoi qu'il en soit, dans la boîte de Garage Rock, on a donc la tour 2D que vous voyez ici, donc la fameuse maison arbre. Ensuite, le quartier dans lequel on vit. Ensuite, le plateau de concert, donc la scène avec les différents potards que vont faire évoluer avec les différents membres de notre groupe. Ensuite, 4 groupes uniques avec leur petit meeple screen print, chacun leur garage. Ensuite, on a le petit plateau individuel qui correspond à notre groupe, en fonction de la couleur que vous aurez sélectionnée. Et vous pouvez écrire le nom de votre groupe ici. Donc ça c'est plutôt cool, on avait personnalisé notre plateau individuel avec un nom de groupe. Donc ça peut être assez marrant. Faites appel à votre créativité pour trouver des noms de groupes de rock, de garage des années 80. Double épaisseur aussi les plateaux. Ensuite, on a masse de petites tuiles. En fait, c'est des lieux dans lesquels on va faire nos petits concerts. Alors, c'est pas des salles de concert, hein, c'est vraiment la salle d'arcade, le cinéma en plein air, le supermarché du coin, etc. Donc, c'est des petits concerts un petit peu à la sauvette. C'est vraiment très mignon. Ensuite, on a des instruments avec des acryliques, donc très très cool en termes de matos, vraiment beau matos, en tout cas sur le papier, ça prend très très bien. Ensuite, on a masse de petits tokens en bois directement, donc belle qualité de production aussi. Les billets, ensuite des petits cubes. Johnny Lowe, donc l'organisateur du Battle of the Bands. Plein de petits tokens encore. Le petit stylo effaçable pour mettre le nom de votre groupe. Et puis c'est à peu près tout. Il y aura ensuite une extension, mais ça on verra ça un peu plus tard. Insert aussi pour la version Deluxe avec en fait plein de petits rangements pour chacune des factions, etc. Même l'extension Garage Rock Jean Jacket se retrouvera en dessous. Elle peut loger aussi dans la version Deluxe. Bref, ils ont fait un beau boulot d'édition en termes d'insert également. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore mentionné, mais c'est le 3e projet de Mariposa Games. J'aurais dû le dire au début, mais c'est justement eux à qui l'on devait Trailblazer, The John Muir Trail et The Arizona Trail, qui est maintenant porté pour la nouvelle campagne par Tabletop Tycoon.
Donc voilà, c'est bien eux qui ont été, qui maintenant en tout cas sont sous l'aile de Tabletop Tycoon. Alors, revenons à nos moutons. Le petit How to Play, tiens, ça n'apparaît pas. Bon, bref, pas grave. Donc on vous le dit ici, hein, jeu de placement d'ouvriers et de gestion de ressources, initié, on va dire, initié plus. Alors donc on va, en première étape, choisir l'emplacement où on va envoyer nos membres. On va les envoyer sur différents lieux de notre quartier pour qu'ils puissent faire différents types d'actions, donc tels que pratiquer leur instrument, écrire des chansons, développer leurs compétences, ou encore rameuter des fans. Ensuite on va upgrader notre groupe, là on le voit d'ailleurs l'aspect apparence, attitude, visuelle, avec sur la face première un mec qui a l'air d'être un gros nerd, et qui va faire évoluer son style, son look, avec une petite crête, des lunettes de soleil, un nouveau micro hyper classe, etc. Donc on pourra upgrader de différentes façons les membres de notre groupe. Ensuite on fera de la promotion, on va créer bien sûr des chansons, des cassettes, on va causer des posters sur les murs du quartier, sur les choses là, et on va faire bien sûr des concerts dans différents lieux de notre quartier, sachant que vous l'avez vu ici dans la salle d'arcade, parfois on pourrait être amené à faire des concerts en, comment dirais-je, en versus, quoi je pourrais dire, avec un autre groupe autour de la table. Et j'imagine que les gains seront un petit peu différents en fonction de notre performance. Ensuite, le Battle of the Bands Finale, donc là, le concert final avec le jet de cubes dans la Treehouse. Donc ça c'est plutôt thématique, plutôt sympa, parce que ça va émettre, bien sûr, avec la radio qui se trouve dans le Treehouse, donc la maison à arbre, elle va répandre sur les ondes à travers le quartier votre influence. Ça c'est thématiquement assez intéressant, c'est plutôt bien trouvé. Et on a un mode solo qui sera aussi inclus quand on jouera à 2 joueurs en réalité, puisque vous aurez une sorte de IA qui viendra ajouter un petit peu de piment à une partie à 2 joueurs qui sinon serait assez... comment dire, assez pacifique on va dire, parce que ça reste un jeu de placement d'ouvriers avec des emplacements limités, donc il faut quand même un peu plus de joueurs si possible autour de la table. Ensuite, bon, les reviews on s'en fout un petit peu, il y a plein de trucs qui n'apparaissent pas, hein. Faut vraiment que je puisse trouver une solution à ce souci. On verra la semaine prochaine, j'espère que ce sera réglé d'ici là. La petite extension Jean Jacket, avec encore plus de contenu. Vous voyez qu'ici on a un nouveau lieu je crois. Complete band goal posters and unlock patches. On pourra décorer notre veste en jean avec des petits patchs que l'on va pouvoir coudre dessus pour être encore plus rock'n'roll et gagner des bonus supplémentaires. Ouais, moi, thématiquement, vraiment, je suis hyper charmé. C'est même pas une époque que j'ai vécue, j'étais beaucoup trop petit, mais je sais pas, pour moi ça m'évoque beaucoup de choses. Ouais, c'est ce fameux concept de la solastalgie, ça va être un peu... solastalgie, c'est la nostalgie d'une époque qu'on n'a pas connue. C'est très étrange, mais je pense qu'on est assez nombreux à la connaître finalement. On vit dans une période pas forcément la plus agréable de l'histoire contemporaine, on va dire. On a toujours cet attrait pour des périodes des années 70-80 où on a l'impression que tout était beaucoup plus rose, on va dire. Ensuite, les pledges. Alors, pledge de base, 79$, avec le truc qui sert à rien. Comment ça s'appelle déjà ça? Le VIP All Access Pass and Lanyard. Donc le lanyard c'est l'espèce de petit collier pour accéder à un festival. Bon, ça sert à rien, mais c'est thématique, c'est marrant. J'imagine que ça peut servir pour identifier le premier joueur par exemple, c'est marrant. Donc 79$. Ensuite à 119, vous avez le pledge supplémentaire, donc c'est la Deluxe, avec l'extension Jean Jacket, avec la maison arbre en bois, ainsi qu'un tapis de néoprène qui remplace votre plateau de base. Ensuite à 250$, vous avez la Ultimate Fun Experience, donc le Ultimate de la mort qui tue, puisqu'il va ajouter un prototype signé. Et c'est tout en vrai, donc c'est vraiment plutôt un pledge mécénat qu'autre chose, mais bon, ça peut être intéressant pour ceux qui sont vraiment très fans du projet. Voilà, en vrai il n'y a pas grand chose de plus à ajouter, donc rapidement le shipping, Canada 21,25, France, Belgique 20,25 et nous au Japon 30,45. Ouais, c'est là que le bas blesse pour nous, hein. Au Japon 30-45$ de frais de port, c'est quand même assez onéreux, assez dispendieux. Pour l'instant, je ne l'ai pas backé, hein, vous le voyez ici, c'est pas écrit que j'ai backé, mais je suis le projet avec attention. J'essaie de voir si je me déhype aussi vite que je me suis hypé pour ce projet, parce que je trouve qu'il est vraiment hyper charmant. Donc vous me direz en commentaire si je fais fausse route, mais moi je trouve que Garage Rock il présente super bien et j'ai très hâte de l'essayer. 360 backers, 26 jours avant la fin de la campagne.
On enchaîne avec Gone to Gaia, le nouveau projet de Rose Gauntlet Entertainment. Ça vous dit peut-être rien ce petit logo, et pourtant c'est un des jeux de mon top 50. Alors pas celui-ci, mais l'éditeur a pondu un des jeux de mon top 50, à savoir Keystone North America, un jeu que j'apprécie tout particulièrement. Et là, ils sortent un projet beaucoup plus ambitieux que tout ce qu'ils ont sorti jusqu'à présent. Et ils sont pas forcément récompensés à la hauteur de leur ambition, puisqu'on est actuellement à 350 backers, 80 000 $ engrangés, c'est financé, assez largement d'ailleurs, mais à 30 jours de la fin de la campagne, j'imagine qu'il y a quand même un peu de déception, c'est pas formidable. Je pensais que ça ferait un petit mieux que ça, peut-être aussi que le déménagement sur GameFound est pas forcément ce qui a mieux marché, mais en même temps, c'est typiquement le genre de jeu qui marche mieux sur GameFound, pas mieux que sur Kickstarter, mais qui marche mieux que des jeux d'ambiance, des jeux très légers. GameFound, c'est pour une communauté de connoisseurs, comme on dirait en anglais. C'est pour une communauté d'amateurs de jeux, vraiment de gros fans de jeux, qui aiment bien les gros jeux, et du coup, ce petit projet qui est Gone to Gaia pourrait théoriquement satisfaire pas mal les gens sur GameFound. Mais bon, il y a beaucoup de concurrence, et en plus de ça, il y a cette configuration assez particulière qui fait que Gone to Gaia, c'est un jeu pour 1 à 2 joueurs. Et oui, jeu à 1 à 2 joueurs, donc solo ou coop à 2 uniquement. Et du coup, ça limite un petit peu aussi les possibilités. C'est pour 90 minutes la partie, on est dans un jeu exploration coopérative, avec de la survie, avec un mode campagne, narratif, avec de la gestion de ressources, dans un univers un petit peu sci-fi, qui n'est pas dénué de charme. Alors je suis pas forcément hyper fan de la DA, ça me parle pas outre mesure, mais en termes de présence sur table, le jeu présente quand même bien, avec ici la totalité des composants en tokens, etc., qui va loger ici dans cet emplacement, qui ressemble à une sorte de château. C'est vrai qu'en termes de présence sur table, le jeu présente bien, avec deux personnages asymétriques, avec des plateaux vraiment distincts. Non, il a l'air vraiment cool au final. Mais ouais, j'irai pas. C'est pas mon type de jeu. Mais ouais, il a une belle gueule malgré tout. Et je pensais qu'il ferait un petit peu mieux que ça. Quoi qu'il en soit, donc je l'ai dit, 1 à 2 joueurs, 90 minutes la quête, donc la partie, sachant que vous aurez donc plein de quêtes différentes, avec une narration qui va évoluer au fur et à mesure de vos parties, des scénarios que vous allez enchaîner bien sûr. C'est un monde relativement ouvert et vivant, avec beaucoup d'évolutions en cours de campagne. C'est un jeu qui peut s'apparenter à du roguelite également. Ensuite, c'est un jeu qui se veut inspiré de grands succès du jeu vidéo tels que Hades, quand même en matière de roguelite, celui qui a une des plus belles réputations ces dernières années. Je crois qu'il y a Hades 2 qui est sorti récemment, mais j'ai jamais joué au premier, donc je connais juste le titre. Ou encore Vampire Survivors. C'est un jeu qui vous proposera différents niveaux de choix qui vont aussi donner forme à vos pouvoirs, vos compétences, avec une flexibilité accrue en combat qui sera nécessaire aussi face aux différentes hordes de monstres qui vont venir sur votre tronche. Il y a plus de 200 pages de narration, plus de 40 heures de campagne également, donc vraiment un jeu sur le long cours qui vaudra apprivoiser, dans lequel on pourra aussi choper plein de nouveaux items, de nouvelles compétences, des upgrades, etc. Donc vraiment un jeu qui semble généreux, qui semble intéressant. Je suis pas du tout le cœur de cible, mais j'avoue que ouais, c'est un éditeur que j'ai appris à apprécier pour son jeu, en tout cas Keystone. Je crois que leur second jeu était assez cool aussi, mais il m'attirait beaucoup moins. Un jeu où on partait à la cueillette des champignons, faire des recettes, etc. Ça m'intéressait moins, mais il avait l'air plutôt sympa, il avait d'avoir des plutôt bons retours également. Donc continuons, on découvre un petit peu les différents éléments de gameplay avec votre personnage, avec les différentes zones à aller explorer, avec les évolutions de votre personnage en cours de partie et même voire en cours de combat d'ailleurs, les différents éléments scénaristiques avec l'aventure sur le long cours, les choix scénaristiques, etc. Ça a l'air d'être assez intéressant. Autre truc aussi qui fait que la campagne décolle moins aussi que je l'imaginais, c'est que je voyais un jeu un peu moins cher que ça. Gone to Gaia, il est quand même à 135 $. 135 $ le jeu de base, c'est quand même pas donné. On a ensuite un pledge à 185, le Gamers Bundle, qui vient ajouter les jetons en bois plutôt qu'en carton, un gros upgrade pack, ainsi que The Dating Sim Expansion, Love Amidst the Tide. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir des relations amoureuses dans le jeu ? Bon, ok. Est-ce qu'il fallait forcément une extension pour ça ? Pas convaincu. Ensuite, on a un pledge à 285 qui vient ajouter un pack de miniatures, Minion and Boss Miniature, donc des ennemis
et des boss, donc 2 packs de miniatures supplémentaires en gros. Et ensuite à 325, bon là c'est la totale en gros, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, l'extension Love Amidst the Tide, plus les packs de tokens en bois et les 2 packs de miniatures. Donc là ça fait quand même 325$, c'est quand même particulièrement chéro. Vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve que le projet a beaucoup de charme, il a l'air très généreux. Ça c'est plutôt cool aussi, hein, pour ranger tous les tokens, mais également pour faire la progression de niveau et de XP. Donc ça, non, c'est plutôt bien pensé. J'imagine qu'il y a encore d'autres intérêts à cette map que l'on voit ici, j'imagine. Mais en tout cas, c'est plutôt bien pensé en termes d'ergonomie. Mais ouais, c'est quand même extrêmement cher. Ça ne se joue que à 1 ou 2 joueurs. Donc ouais, je comprends pourquoi ça marche moins bien que je ne l'imaginais de prime abord. Ensuite, on parle un petit peu aussi du solo gameplay, qui semble-t-il est très bien foutu aussi, mais bon, ça je passe pas 3 heures là-dessus. Le shipping, Canada 19 à 19, c'est en flat rate, ça c'est plutôt très cool. Union Européenne 19 pour tout le monde aussi. Non-EU, donc nos amis suisses par exemple, 24 à 28. Et puis nous au Japon, ce serait 39 à 75$ de frais de port pour Gone to Gaia, le nouveau projet de Keystone, pas de Keystone, de Rose Gauntlet, à qui l'on devait Keystone. 350 backers, ça fait 80 000$ d'engrangés pour l'instant, un mois avant la fin de la campagne. Et du coup, c'est tout aussi pour les plats principaux de la semaine. Il nous reste maintenant un dessert. Et le dessert en question, c'est celui-ci, c'est Wonderlands War Duel, donc version duel de Wonderlands War, un jeu qui est édité d'ailleurs en VF par Lucky Duck. C'est un jeu de Druid City Games, c'est leur 12e projet à ce jour. D'ailleurs, Wonderlands War, on l'a vu à plusieurs reprises, hein. Ils l'avaient d'abord pondu ici en 2020, c'était un très beau succès. On leur doit aussi des jeux comme Tidal Blades 1, Tidal Blades 2, ou encore Matkala récemment. Mais Wonderlands War, c'est un... Oula, qu'est-ce qui se passe? Wonderlands War, c'est un univers qu'ils ont développé, qu'ils ont su mettre en avant à plusieurs reprises. La première campagne avait 8000 contributeurs. Ensuite, ils en avaient fait une seconde ici avec une toute petite extension, Shards of Madness, et 2 nouveaux plateaux de joueurs pour rééquilibrer un petit peu 2 factions. Ça avait fait 11 000 contributeurs, ce qui était plutôt très bon signe quant à la réception du jeu de base. Et puis ensuite, il y avait eu Matkala, un jeu de Mancala dans l'univers de Wonderlands War, qui lui avait fait 4000, il était quand même un peu moins attendu. Donc on pouvait se poser la question sur Wonderlands War Duel, donc une version duel d'un jeu qui pouvait déjà se jouer à 2 d'ailleurs de base, hein. Et pour l'instant, c'est pas mal. Je dirais que les premiers retours sont plutôt positifs. On est à 4000 contributeurs en fin de première semaine de campagne. Alors oui, on va entrer un peu dans le ventre mou de la campagne, bien sûr, mais je pense qu'à la fin de cette campagne, on sera certainement quand même aux alentours de 8-10 000 contributeurs, je pense, entre 8 et 10 000. Donc ça restera un très bon succès qui sera assez comparable à celui de la première campagne de Wonderlands War. Pour l'instant, on est à 380 000 € d'engrangés, 12 jours avant la fin de la campagne. Donc c'est un jeu uniquement à 2 joueurs, hein, duel, logique, pour 1 heure. Donc un jeu plus ramassé en termes de durée de partie, et pour 14 ans et plus. Ça reprend quand même pas mal des éléments de Wonderlands War d'origine. On voit d'ailleurs au niveau des plateaux de joueurs, c'est quand même très similaire. Mais en revanche, on aura un jeu beaucoup plus streamliné, on va dire, dans lequel le banquet sera aussi composé de 9 cartes et non plus d'une rondelle, on va dire, sera un peu plus intuitif, avec les différentes régions que l'on pourra être amené à batailler pour en obtenir les faveurs, on va dire. Et puis les différents, comment on appelle ça, Wonderlandians, enfin, les habitants de Wonderland, dont on pourra s'attribuer les services également, un petit peu comme dans le jeu d'origine. Mais attention, ça ne vient pas tout seul. La campagne s'accompagne aussi d'une extension pour le jeu de base, donc on a Wonderlands War, donc pas le duel, 2 nouvelles factions, Caterpillar et White Queen Expansion, donc 2 nouvelles factions pour le jeu d'origine. D'ailleurs, il faudra voir combien de gens ont backé seulement pour ça aussi, par curiosité. Alors donc, Wonderland War for 2, donc oui, quel est l'intérêt de backer un jeu pour Wonderland War alors que Wonderland War peut déjà être joué à 2? C'est la question que se posent certainement pas mal de gens, et on va voir ça ensemble. Alors donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus court, déjà, c'est streamliné au niveau de la Tea Party, donc l'emplacement autour de la table du chapelier fou où on allait choper les cartes que l'on souhaitait, ça a été streamliné, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus instinctif, du coup c'est des parties beaucoup plus ramassées en 60 minutes. L'intérêt
dans l'objectif de jeu est un petit peu différent également, parce que là en fait on va essayer d'être entré en compétition pour acquérir les faveurs des différents habitants de Wonderland. C'est pas simplement se casser la gueule les uns les autres, c'est aussi et surtout s'attirer les bonnes grâces des différents habitants, on va dire, de Wonderland. Ensuite, on a des factions encore plus folles, encore plus asymétriques que dans Wonderland's War, semble-t-il. D'ailleurs, il y a un ajout à ce niveau-là qui est assez intéressant pour Wonderland's War, pas Duel, mais Wonderland's War premier du nom, et ça vous allez voir plus tard. Les deux nouvelles extensions pour Wonderland War, donc on l'a dit, avec Caterpillar et White Queen, avec encore plus de contenu d'ailleurs par la suite, et surtout pour Wonderland's War, pas Duel encore une fois, hein, pour Wonderland's War d'origine, un petit ajout super intéressant qui est les Modular Forge Boards. Alors on avait déjà des plateaux asymétriques pour les factions, mais maintenant on va pouvoir y ajouter, comment dirais-je, je sais pas comment on pourrait dire, un overlay, on va dire en anglais, que vous allez poser sur votre plateau et qui va rendre beaucoup plus asymétrique la forge. Et ça c'est super intéressant parce que on avait des compétences asymétriques, mais les forges étaient quand même, si mes souvenirs sont bons, pas asymétriques. Et là on va pouvoir mettre des overlays par-dessus notre plateau individuel pour créer des forges asymétriques. Et ça pour le coup, ça peut pas mal... pas révolutionner le jeu, mais rajouter de profondeur de gameplay, de choix stratégiques, de rejouabilité. Donc ça c'est assez intéressant. Et il y a aussi un nouveau mode solo pour le jeu d'origine également. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi à voir s'il est bon ou pas, bien évidemment. Pour le reste, le how to play, bon on l'a dit, hein, le draft, alors cette fois-ci c'est pas un placement avec une rondelle comme dans le jeu précédent, c'est un draft. Vous allez prendre une ligne ou une colonne, j'imagine. Vous allez donc construire votre sac, ça reste très similaire au jeu d'origine. Vous allez vous octroyer les services de différents Wonderlandians, bien sûr. Ensuite, vous allez pouvoir entrer en compétition pour affronter donc votre adversaire, pour prendre le contrôle des différentes régions et des habitants pour s'octroyer leurs services de Wonderlands. Ensuite, bien sûr, les missions comme dans le jeu d'origine que vous allez pouvoir chercher à compléter. Vous allez développer votre personnage à vous avec justement la forge que vous voyez ici. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de bon? Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Donc ça reste, vous voyez, au niveau du gameplay, relativement similaire malgré tout à Wonderland's War, mais plus court, plus rapide, avec plus de streamline, on va dire, un peu plus d'épure au niveau du gameplay. Mais ça reste relativement similaire malgré tout. Le pledge de base est à 49$ avec le contenu que vous apercevez ici. Ça reste un jeu plutôt bien produit, avec toujours cette DA de Manny Tremblay qui est très très jolie, hein. Ça reste aussi. Sinon, Wonderland's War Duel en version deluxifiée, c'est 89$. On a ici, donc en termes d'ergonomie, un insert plutôt très bien pensé, avec en dessous encore de l'insert vraiment très très cool, très très clean. C'est réalisé par Blackmagic, le concurrent direct de Game Trace. Ensuite, des sacs pour le rangement de vos jetons. Voilà, c'est tout. Le how to play, ça on s'en fout parce que c'est pour les extensions de Wonderland's War, donc les deux extensions avec Caterpillar et avec la White Queen. C'est pas l'objet de la vidéo, donc je rentre pas dans ces détails là, mais il y aura bien sûr plein de nouveautés. D'ailleurs, l'extension en elle-même coûtera 49$. Voilà, et du coup, Everything New, voilà, le jeu Duel plus l'extension pour le jeu d'origine, c'est 149$. Et puis c'est la version deluxifiée, je crois, hein, c'est ça, c'est les deux versions deluxe à 149$. Ok, reste maintenant à aller checker les frais de port. Vous voyez aussi que vous avez en add-on plein de choses à aller ajouter à votre pledge potentiellement si vous le souhaitez. Il y a même Matkala d'ailleurs qui est disponible aussi durant la campagne. Alors, allons voir les frais de port. C'est ici que ça se passe. Canada, 12$. Union Européenne et également la Suisse, 10$. Ensuite, pour nous qui sommes au Japon, 24$ de frais de port. Sachant que si vous ajoutez White Queen, Caterpillar, donc licence pour le jeu de base, ce sera un petit peu différent. Ça va être par exemple 12, 10, non, c'est la même chose. Hein, ça va laisser la même chose. 24 aussi, c'est la même chose. Ok, bon. Et donc, si vous prenez Everything New, donc nouvelle extension pour Wonderland's War et le jeu Duel, là en revanche c'est 15, 16 ou 28$ de frais de port. Voilà donc pour ce qui est de Wonderland's War Duel, avec déjà 4000 contributeurs, 380 000 € d'engrangés, 12 jours avant la fin de la campagne. Alors combien de temps j'ai tenu? 1h26, ça va faire 1h20, peut-être un truc comme ça à la fin, après le montage. Donc, j'ai réussi à faire un menu pas trop court, mais un peu plus long que ce que je le voudrais malgré tout. Bon, c'est pas grave. Il me reste pas beaucoup de temps.
Normalement, si je respecte le planning habituel, il faudrait que la vidéo soit postée dans 5 heures. J'y crois pas trop, parce qu'il faut que je fasse le montage, j'ai quand même pas mal de choses, le chapitrage, etc. En tout temps, je suis supposé sortir un petit peu, on verra. La vidéo sera peut-être un poil en retard, vous m'excuserez, je vous expliquer pourquoi c'était le cas. Bon, c'est de ma faute, de toute façon, hein, mais bon, ça peut arriver, ces petites conneries. Sur ce, bah écoutez, on se retrouve très prochainement sur la chaîne des Ludovores, probablement avec Xavier. On a une vidéo de gameplay pour Elder Tide qui arrive très prochainement. Elder Tide, pour ceux qui auraient oublié, on a fait une vidéo de review il y a pas longtemps dessus. C'est celui-ci, le proto, qu'on a beaucoup apprécié, Xavier et moi-même. On va donc en faire un let's play demain, donc ça devrait être publié d'ici, je pense, mercredi ou jeudi prochain. Et puis bah, si vous regardez pas ça, au pire, parce que ça vous intéresse pas, et ben vous regarderez éventuellement la 200e du menu crowdfunding la semaine prochaine. Est-ce qu'il y aura quelque chose de spécial pour ce 200e numéro? Je ne sais pas, on verra. Mais restez aux aguets, voilà. D'ici là, bah écoutez, portez-vous bien, jouez bien, et à la prochaine!